Côté de MSF, même raisonnement. Le risque de kidnapping est permanent et je pense il ne faut pas l'oublier. En effet, à Sanaa au départ et puis maintenant, enfin depuis plusieurs mois à Aden et dans le sud. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les groupes Al-Qaïda ou Daesh sont de plus en plus présents. Alors, ils sont certainement en ce moment très occupés à combattre les Houthis, mais on ne sait pas ce qui se passera dans ces zones de transition politique où on ne sait plus qui contrôle quoi. On a souvent eu au Yémen une politique de profil bas, c'est-à-dire pas de visibilité dans nos mouvements. En tout cas, mettre en place des règles de sécurité, on espère les plus adaptées pour éviter les risques de kidnapping. Et en effet, il est important de souligner que c'est toutes les nationalités qui sont visées. Il ne faut pas croire que ce ne sont que les Français ou les Occidentaux qui sont visés. Quand on regarde les statistiques, c'est même le contraire. Ce sont plutôt les populations africaines et arabophones qui ont été les principales victimes des kidnappings, parce que peut-être avec une sensation qu'ils étaient moins visés que les Occidentaux. Une autre question aussi par Internet, qui est une question aussi là très très ciblée, sans jeu de mots, puisqu'elle concerne l'usage des drones. L'usage des drones au Yémen par notamment les forces américaines. On a vu récemment l'élimination de chefs politiques d'Al-Qaïda, donc par ces systèmes de drones. Est-ce que le CICR a une politique vis-à-vis des drones? Et je poserai la même question donc à vous, donc Manuel Lafont-Rapnoul, sur la question des drones, qui fait partie aussi aujourd'hui de ces nouveaux enjeux d'engagement sur le terrain. Alors, notre façon d'aborder la question des drones, c'est pas vraiment au niveau du droit international humanitaire par rapport à l'utilisation de drones, qu'on considère comme légal en accord avec le droit international humanitaire, mais plus par rapport aux conséquences humanitaires qu'une telle attaque peut avoir sur des victimes collatérales. Soit alors, et c'est quelque chose de nouveau qu'on a initié au Yémen, c'est d'essayer de voir quel est l'impact psychologique d'avoir des drones qui vous volent au-dessus de la tête de manière plus ou moins continuelle dans certaines régions, et d'essayer de comprendre un petit peu s'il y a une possibilité de réduire ce risque. Donc on a discuté, on a obtenu l'autorisation de groupes tels que Al-Qaïda de se rendre dans les régions les plus touchées par ces attaques de drones et par la présence de drones, pour pouvoir discuter avec les familles qui subissent cette présence, je ne veux pas dire continuelle, mais régulière de drones, pour essayer de comprendre un petit peu cette dynamique. Et c'était intéressant parce qu'on a eu l'autorisation de Al-Qaïda, par exemple, d'aller voir ces familles, aussi dans l'intention, et c'était très clair pour eux, qu'on puisse avoir un dialogue par la suite avec, là c'était les États-Unis qui sont derrière ces attaques de drones, pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions pour réduire cet impact, avec aussi la volonté qu'on puisse donner une sorte de feedback aux différentes familles de, voilà, est-ce qu'on a reçu des réponses ou est-ce qu'il y a une possibilité que ces populations puissent être d'une certaine manière protégées. Alors on a commencé la récolte de ces allégations, on les a récoltées, on a fait un rapport qui est confidentiel, donc je ne peux pas vous donner un petit peu ce qu'il en ressort, et puis on va essayer, peut-être une fois que cette opération de la coalition sera terminée, d'avoir un dialogue avec les Américains sur ce domaine-là. Ils sont intéressés. Pas parce qu'on veut amener du droit international humanitaire, pas parce qu'on va arriver avec des recommandations, plus de poser la question ouvertement pour initier un dialogue sur cette préoccupation et voir s'il y a des solutions possibles dans le moyen à long terme. Confidentiel, mais enfin on peut imaginer des paysans qui se déplacent moins pour aller dans les champs, moins de cérémonies de mariage avec des regroupements de population autour d'un mariage, etc. etc. Une société un peu cassée dans sa vie quotidienne. On le vit nous-mêmes quelque part. Quand il y a eu à Sanaa à certains moments des drones, il y a une sensation d'insécurité, il y a ce genre d'impression. Et pour des populations qui vont travailler dans les champs, qui ont peut-être été témoins d'attaques de drones, il y a effectivement certaines de ces comportements qui sont visibles et sur lesquels je pense qu'il y a peut-être des solutions, pas faciles à trouver, pour réduire cet impact. Autrement, tout ce qui est les victimes indirectes, quand il y a des victimes collatérales d'attaques, on fait aussi des interventions écrites basées sur des allégations, donc des témoins directs, et on a un dialogue ouvert avec les autorités yéménites et les Américains, si ça concerne le Yémen, pour en discuter et de voir s'il y a des investigations qui se font et éviter que ce genre d'opérations se reproduisent dans le futur,
En tout cas, que les personnes ciblées soient bien ciblées, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux trop importants. Manuel Lafont-Rapnouil, en écho à ces deux questions là, venues par Internet. Sur les kidnappings, j'ai pas de réponse particulière. C'est d'autant moins que c'est pas du tout un dossier que je suis, que je voudrais pas dire des âneries sur un sujet très sensible évidemment. Sur les drones, ce que ça m'évoque, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que chacun a des objectifs et des angles d'approche du dossier différents et qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où tout ça converge de façon pas du tout constructive et convergente. Typiquement sur les drones, j'ai rien à ajouter évidemment à ce que vient de dire le CICR sur la légalité. La question c'est aussi celle de l'efficacité politique. Aujourd'hui on constate que Al-Qaïda dans la péninsule arabique a plus de chances d'être renforcé à la fois en effectifs et en armement que affaibli malgré cette campagne de drones armés, d'attaques de drones qui dure maintenant depuis plusieurs années. Et donc manifestement, si on veut réussir à réduire, si ce n'est supprimer la menace terroriste dans la région, on ne peut pas l'approcher uniquement avec cette approche-là. Simplement, il y a aujourd'hui une certaine difficulté à voir comment on peut lutter contre ces groupes terroristes sur un théâtre où par ailleurs il y a un conflit compliqué. D'une certaine manière, on l'a dit tout à l'heure, Al-Qaïda se sent aussi en lutte contre les Houthis et mobilise en tenant notamment comme argument, comme point d'appui, les agissements des Houthis depuis maintenant plusieurs mois. Et ce que je comprends, c'est que de fait, sans pour autant que ça repousse les populations sunnites vers les bras du président Hadi ou vers le soutien aux actions de l'Arabie saoudite, les actions des Houthis ont facilité des liens entre les tribus sunnites et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et donc on a cette situation extrêmement complexe où on a tout un tas de belligérants qui, sans se retrouver forcément du même côté, se retrouvent à faire face à plusieurs acteurs en même temps et une vraie difficulté à défaire les chevaux si jamais on veut trouver un règlement. Typiquement, tout le monde travaille non seulement à la trêve humanitaire, comme je disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, avoir l'objectif, c'est le dialogue politique, et il n'y aura pas de dialogue politique s'il n'y a pas un cessez-le-feu établi. Il y a aujourd'hui un certain nombre de pays, il n'y a pas que le Yémen, mais le Yémen est un bon exemple, dans lequel on constate que c'est très compliqué de créer un cessez-le-feu entre des parties belligérantes qui n'ont pas confiance entre elles, avec éventuellement la dimension régionale qui, dans le Yémen, est prégnante, et cet acteur tiers, les groupes terroristes, dont on sait très bien que eux ne vont pas respecter le cessez-le-feu, n'ont aucun intérêt à voir le processus politique se développer, prendre racine, pas être juste ce qu'on disait tout à l'heure, ce processus un peu institutionnel, un peu déconnecté, mais quelque chose qui embraye sur une réalité politique, sociale, etc. Et comme tout ça est extrêmement difficile à faire et prend du temps, évidemment, les groupes terroristes ont un volet d'action, et donc on est un peu la question que pose cette question des attaques de drones, c'est justement celle de comment est-ce qu'on arrive à construire une réponse plus complète qui ne soit pas juste une réponse de long terme, parce que la réponse de long terme, on n'a pas le temps de la construire vu la situation aujourd'hui. Et c'est ça que la communauté internationale a du mal à faire. Il n'y a pas de réponse évidente. S'il y en avait une, on serait tous ravis. C'est ça la difficulté. Si. Quelques questions avant d'aborder donc le dernier quart d'heure de notre débat. Monsieur au premier rang. Oui. Oui, bonjour. Julien Boussac de Médecins du Monde. Voilà. Deux questions en fait. Une qui revient un petit peu sur les sujets précédents.
Vous avez mentionné, je cite, l'effondrement du système de santé yéménite dans son ensemble. Donc ça, au-delà, on parle de l'offre de soins au-delà des hôpitaux et de la réponse aux blessés. Est-ce qu'on arrive à avoir une image un peu plus précise sur qu'est-ce qui est aujourd'hui opérationnel ou pas en termes d'offre de soins, y compris de soins de santé primaire, sachant que vous avez aussi mentionné que obtenir des informations fiables, c'est un souci en soi. Et alors là, je saute sur la deuxième partie des questions. C'était quid du parti Al-Islah, qui est particulièrement invisible dans le jeu actuel, avec les acteurs. Il n'a pas disparu pour autant. En plus, il avait jusqu'à présent une capacité de réponse à des enjeux sanitaires à travers sa branche sociale, voire médicale. Certes, on ne parle pas de neutralité. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore une capacité, ne serait-ce qu'à agir un petit peu sur le terrain, tant politique qu'humanitaire? Marie-Elisabeth Hang, peut-être déjà, pour répondre au docteur Boussac. Pas docteur, mais c'est pas grave. Non. Je croyais que dans le conseil d'administration de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde, il n'y avait que des... Voilà. Eh bien non. Très bien. Alors toute la difficulté pour avoir une idée précise du système de santé, ce serait d'accéder aux différents centres de santé. Et c'est bien toute la question, c'est qu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit, à cause des combats ou des bombardements, il y a énormément de zones où on est juste incapable d'aller, parce qu'on ne peut pas non plus mettre en danger nos équipes. Donc on a des données partielles, on a des données sur les zones où nous sommes, mais avoir une figure d'ensemble sur l'état réel de la santé, même le ministère de la Santé n'est pas en mesure de donner des chiffres, même l'OMS change régulièrement ces chiffres. Et oui, c'est notre principale difficulté, même pour vous donner, je dirais, des messages qui soient un petit peu cohérents. C'est de vous dire combien d'hôpitaux ne fonctionnent plus, combien de centres de santé ne fonctionnent plus, combien de staff sont partis. Eh bien, nous sommes dans l'incapacité de vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des zones entières où on sait qu'on ne peut pas aller. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des zones entières où les gens ne peuvent plus bouger et que normalement, c'était des personnes de certaines zones qui normalement venaient dans nos hôpitaux et qui ne viennent plus. Donc on sait qu'il y a des zones grises et où il n'y a plus rien. Sur les structures locales, sur la question des structures sanitaires locales. Eh ben, c'est le problème, c'est que par exemple dans le gouvernorat de Saada aujourd'hui, on sait qu'il y a des centres de santé, mais lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas. Quand on a pu y aller, ça fonctionnait. Il y a beaucoup quand même de structures de santé primaire qu'on essaie de soutenir, et le CICR fait de même d'ailleurs. Mais c'est une donnée partielle, c'est juste en fonction des zones où nous pouvons accéder. C'est pour ça que, quelque part, je lance un peu un appel. Désolée d'en profiter, mais il nous faut plus d'acteurs humanitaires sur le terrain avec des équipes expatriées, même si on est conscient qu'il y a un danger, on n'est pas fou, hein, mais parce qu'on n'a pas assez de données, on n'est pas assez nombreux pour répondre aux besoins aujourd'hui auxquels font face les Yéménites. Appel aux volontaires. Cédric Schweizer, donc sur cette question sanitaire. Rien de plus à rajouter par rapport à la difficulté d'avoir des données précises, de savoir exactement quelle est la situation. Et c'est pas faute de vouloir le faire, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Par rapport à l'islam et leur capacité, oui, effectivement, ils ont un peu disparu de la scène. Ils ont, j'imagine, pas complètement disparu pour peut-être le futur du Yémen, mais aujourd'hui, ils sont très peu présents. Et ça reste très compliqué de définir, justement. C'est justement le problème du Yémen aujourd'hui. Moi, je vous parle du Croissant Rouge yéménite qui a effectivement subi, il y a eu 3, maintenant on a 4 volontaires qui ont été tués, dont en tout cas 1 ou 2 qui ont été tués délibérément pour montrer ou leur démontrer qu'ils n'étaient pas partiels ou impartials ou neutres. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est la perception. Je veux dire, même si vous avez une organisation telle que le Croissant Rouge yéménite qui veulent agir d'une manière vraiment impartial et neutre, ils vont toujours être perçus comme étant ou pro Al-Islam ou pro Houthi ou pro je ne sais quoi, et c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, s'il y avait un groupe qui essayait de venir en aide en se présentant avec une étiquette Al-Islam, ce serait extrêmement compliqué de le faire parce que ce serait vu comme
quelque chose de politique est difficilement acceptable aujourd'hui dans le Yémen d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je vois pas de structure avec une étiquette Al-Islah qui va venir en aide. Ce serait très compliqué, il n'y aurait pas beaucoup d'endroits où ils pourraient le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt une volonté de garder un profil très bas. Pour la suite, j'ai aucune idée de ce qui se passera. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas vraiment là-dessus qu'on peut compter pour vraiment avoir une réponse qui puisse répondre aux besoins d'aujourd'hui.